Bonjour, dans cette vidéo, on parle de la simulation d'un modèle VHDL. Voici le contenu de la présentation. On va débuter avec un rappel et une vue d'ensemble de la simulation. Ensuite, on va voir le problème de la simulation séquentielle d'événements concurrents. Ensuite, on va parler du fonctionnement détaillé du simulateur. On va parler de sa liste d'événements, sa liste de dépendances et le délai delta. On va voir des exemples et on va finir avec les valeurs par défaut d'objets en VHDL. Voici où on situe la simulation dans le flow de conception de système numérique. On peut voir que la simulation peut se faire après plusieurs étapes. On la fait en général après qu'on a modélisé notre système en VHDL. On peut la faire aussi après la synthèse et après l'implémentation. Dans ces deux derniers cas, les synthétiseurs et les implémenteurs nous ont fourni un modèle VHDL de notre système qu'on peut simuler pour en vérifier le fonctionnement. Un simulateur travaille avec la description intermédiaire qui est produite par un compilateur à partir de code VHDL. Du point de vue du simulateur, il n'y a pas de différence entre le banc d'essai et le modèle à simuler. Les deux sont regroupés ensemble. Et en fait, on choisit l'entité du banc d'essai comme entité principale. Et celle-ci peut ensuite avoir plusieurs entités secondaires qui s'y rapportent. Le simulateur a besoin qu'on force la valeur de certains signaux, c'est normalement les parts d'entrée du circuit, par le biais d'un banc d'essai ou bien d'outils de simulation. Donc, par exemple, ici, on peut voir du code VHDL qui permet de forcer des valeurs de trois signaux, Cn, Y et X. Et ici, on a la fenêtre qu'on peut utiliser pour forcer des valeurs à ces mêmes signaux. Il ne faut pas faire les deux en même temps, seulement un à la fois. Le simulateur évalue comment les signaux qui sont forcés aux entrées se propagent aux signaux intermédiaires et aussi aux sorties du circuit qui est présentement simulé. Le simulateur peut présenter ses résultats de plusieurs façons. Pour les circuits simples, on se sert en général d'un chronogramme qui montre les signaux d'intérêt sur différentes rangées et leurs valeurs à mesure que celles-ci varient dans le temps. Une autre façon, c'est un tableau de valeurs. Cette fois-ci, par exemple, on aurait les signaux d'intérêt qui sont sur les colonnes et dans le temps, on a leurs valeurs au fur et à mesure de la simulation. Une troisième façon, c'est de présenter les résultats à la console. Et bien sûr, on peut envoyer les résultats dans un fichier. Le problème fondamental de la simulation, c'est que en VHDL, on réussit à modéliser plusieurs tâches qui s'exécutent concurremment. Les 4 tâches qui sont ici sont réputées se produire en même temps. Si on imagine par exemple le modèle d'une automobile, on a le moteur qui fonctionne en même temps que la radio, qui fonctionne en même temps que la pompe à eau qui fait refroidir le moteur, et ainsi de suite. Quand on arrive pour simuler tous ces processus-là, mais avec un processeur qui fait une tâche à la fois, il faut trouver une façon. Donc, comment faire pour simuler ces événements qui sont concurrents avec un processeur qui n'exécute qu'une seule chose à la fois? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sur la diapositive, on voit le modèle VHDL d'un circuit combinatoire relativement simple. On a aussi son diagramme au bas de l'écran. On a le banc d'essai qui est utilisé pour le stimuler. On voit aussi la sortie de la simulation qui est un chronogramme. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe à 10 nanosecondes. On voit qu'à 10 nanosecondes, le signal B, qui avait une valeur de 1, va passer à 0. Donc, il y avait une valeur de 1 ici, et on fait passer ça à 0. En faisant passer à 0, le signal S2 doit changer de valeur, et aussi l'entrée ici sur la porte non-OE change, donc forcément le signal S3 va changer de valeur. Le changement sur S2 va propager un changement à S4, et tout ce changement-là doit se propager à F. Quand on regarde le chronogramme, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe parce que tout arrive en même temps. On fait un changement sur B qui amène un changement à S2, qui amène un changement à S3, et la sortie F change aussi. Donc, comment faire pour simuler cette concurrence d'événements-là? Le changement de la porte logique qui est ici, le changement de l'inverseur, le changement de la porte logique S4 et le changement de la dernière porte logique. Le fonctionnement du simulateur repose sur 3 concepts fondamentaux: la liste d'événements, la liste des dépendances des signaux et le concept des délais delta. On va les voir un après l'autre. Tout d'abord, la liste d'événements. Si on se rapporte à notre banc d'essai qu'on avait en exemple,
il génère des stimuli sur les signaux A et B. Tout d'abord, on a, à l'instant 0 nanoseconde, on assigne la valeur de 0 à A. Donc, cet événement-là est placé dans la liste d'événements ici. On a aussi une valeur qui est assignée à B au même moment. Et cet événement-là est placé un événement plus tard dans la liste d'événements. À 10 nanosecondes, on donne la valeur 0 à B. Et cet événement-là aussi est placé sur la liste d'événements. Donc, il reste de la place dans la liste d'événements ici pour d'autres événements qui vont se produire au fur et à mesure de la simulation. On note aussi qu'au départ de la liste d'événements, on place un premier événement qui consiste à initialiser tous les signaux et toutes les variables du modèle qui est présentement à simuler. La deuxième étape, ou le deuxième concept, c'est la liste de dépendance des signaux. À partir du modèle VHDL de notre module, démo delta, on peut extraire les dépendances de chaque signal. On voit par exemple que le signal S3 dépend des signaux B et S1. Donc, dès qu'un changement sur B ou S1 se produit, on doit forcer l'évaluation de S3. C'est la même chose pour tous les signaux ici. Par exemple, le signal S2, celui-ci ne dépend que de B. Donc, lorsqu'un événement se produit sur un signal, le simulateur consulte sa liste de dépendance des signaux et voit quels signaux doivent être évalués. Dans le cas d'un processus, ici par exemple, le simulateur ne va inspecter que la liste de sensitivité du processus. Donc, comme ici ce processus-là a comme liste de sensitivité A et T1, on dit que le signal T1, qui se voit assigner une valeur à l'intérieur du processus, ne dépend que de A et T1. On voit bien qu'il dépend de B aussi. Mais comme B n'est pas dans la liste de sensitivité, le simulateur ne va pas exécuter le processus, ne va pas réévaluer la valeur de T1 si B change. Il va le faire seulement si A ou T1, va changer. Le concept de délai delta maintenant. C'est ce qui permet à la simulation d'événements concurrents de se faire une étape à la fois. Le délai delta est un temps infinitésimalement court qui est nécessaire à l'évaluation d'un événement. Ça correspond à différents moments sur la liste d'événements. Par exemple, sur la diapositive, on peut voir que au lancement de la simulation, on assigne des valeurs d'initialisation au temps t égale 0 plus 0 delta. On se rend compte aussi qu'on doit assigner une valeur de 0 et une valeur de 1 aux signaux A et B respectivement. Ces deux événements-là sont aussi placés sur la liste d'événements, encore une fois au temps 0, mais avec un delta de différence, 1 delta et 2 delta. Donc éventuellement, ces valeurs vont se propager et le temps de simulation va avancer pour vrai. Et c'est pour ça que la valeur 0 est assignée à B à 10 nanosecondes. Donc, le dernier événement sur la liste d'événements est une assignation à B au moment 10 nanosecondes, et comme c'est le premier qui se produit à 10 nanosecondes, plus 0 delta. Voyons maintenant un exemple de déroulement de la simulation. On a encore notre circuit de tantôt, et on a un extrait du banc d'essai qui sert à stimuler ces entrées. Au bas, ici, on a un tableau montrant l'évolution des valeurs des différents signaux dans le temps, et à gauche, on a la liste des événements. Donc, allons-y une étape à la fois. Tout d'abord, à t est égal à 0, on initialise tous les signaux du module. Et comme ce sont tous des valeurs de type STD logique, la valeur d'initialisation est U. Ensuite, à 1 delta, on assigne les valeurs 0,1 aux signaux A et B. Attention, c'est différent de la diapositive précédente où j'avais mis les deux assignations à 2 deltas différents. En fait, comme ces deux choses ici se produisent en même temps, on peut les placer au même delta et faire deux choses à ce delta-là. Ensuite, et on voit les deux assignations ici entourées en rouge à 0 plus 1 delta. À 0 plus 2 delta, là, le simulateur va commencer à évaluer des signaux. Donc, comme A et B ont changé ici, on va pouvoir évaluer le signal S2 et le signal S1. C'est les évaluations qui se produisent ici. S1 et S2 sont évalués à 0 plus 2 delta. Le signal S4 aussi va être évalué à 0 plus 2 delta, parce qu'on constate que la valeur qui est donnée à A, c'est 0. Et comme un 0 placé à l'entrée d'une porte et force nécessairement un 1 ici à l'intérieur, donc nécessairement un 0 sur S4,
Mais le simulateur est capable de faire l'évaluation tout de suite, indépendamment de la valeur de S2. Et c'est pour ça qu'à 0 plus 2 delta, on a une valeur sur S4. À 0 plus 3 delta, S3 va prendre sa valeur maintenant, parce que la valeur de S1 aura changé, ainsi que la valeur de B qui était déjà connue. Donc, comme S1 va changer, S3, on peut l'évaluer, et c'est la valeur qui est prise ici à 0 plus 3 delta. Ce changement-là va provoquer l'évaluation du signal F à 0 plus 4 delta. Attention, on n'a pas avancé le temps de simulation encore de vraies nanosecondes. On est encore dans les temps delta. Donc finalement, à 0 plus 4 delta, la valeur de F est calculée et c'est ce qui se produit. Le simulateur s'interrompt alors parce que le changement à F n'a pas provoqué de nouveaux événements ajoutés à la liste des événements. La seule raison pour laquelle le temps de simulation va augmenter, c'est qu'on avait l'assignation à 0 après 10 nanosecondes, et c'est un événement qui était déjà sur la liste des événements. Donc après la dernière assignation ici, il n'y a rien qui est rajouté, on passe à 10 nanosecondes plus 0 delta. Donc à ce moment-là, on assigne la valeur de 0 à B, c'est indiqué ici en jaune, et puis cet événement-là engendre deux nouveaux événements, c'est-à-dire à 1 plus delta, l'évaluation de S2 et de S3. Ils vont prendre la valeur ici. Comme ces deux signaux ont changé de valeur, ça va engendrer un nouvel événement à 2 delta, celui de l'évaluation de F. Et puis F prendra éventuellement sa valeur ici à 10 nanosecondes plus 2 delta. Pour revenir sur le concept des délais delta, mais un nombre très grand de délais delta ne s'accumulera jamais pour faire un vrai temps de simulation. C'est ce qu'on a démontré sur l'exemple précédent. Cependant, quand on regarde un tableau d'évaluation des valeurs, ça ne nous intéresse pas toujours de voir la progression des signaux avec tous les délais delta. Donc, par exemple, dans l'outil ActiveHDL, on peut choisir, en faisant un clic droit sur le tableau, on peut choisir l'option Collapse Deltas. Et à ce moment-là, le tableau sera transformé de cette forme ici avec tous les deltas jusqu'à cette forme-ci compacte, où on ne voit que le nombre total de deltas qui se sont produits. Sur le chronogramme, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir la progression des différents deltas. On ne voit toujours que la forme condensée. Qu'est-ce qui se passe si la simulation n'avance que par des délais delta? Bien, c'est quelque chose qui peut se produire dans le cas de circuits qui ont une rétroaction, comme par exemple celui qui est montré sur la diapositive. Donc, regardons qu'est-ce qui se passe. Si au départ de la simulation, on met un 0 à la valeur de C, bien, on ne connaît pas la valeur de S5 ni de S6. On ne peut pas la déterminer à la sortie de la porte non OU. Et c'est ce qui est montré sur la simulation ici, après le temps 0. Si ensuite on place une valeur de 1 à C, bien là, le OU qui est ici a un 1, donc le non OU force une sortie de 0, qui amène un 0 à la sortie et un 0 à l'entrée S6. Et c'est ce qu'on voit à ce moment-ci sur la simulation. Si maintenant, on prend le 1 et on le fait passer à 0, l'intérieur de la porte non OU est à 0, donc le signal S5 prend une valeur de 1, qui amène une valeur de 1 au signal S6. Bien ça va forcer un 1 ici à l'intérieur, et donc forcer un 0 à S5, qui nous amène un 0 à S6, qui va amener un 0 à l'intérieur ici, un 1 à S5, un 1 à S6, et ainsi de suite. Effectivement, la sortie S5, et donc G, va osciller. Cependant, sur la liste des événements, chacun de ces changements se produit un delta plus loin. Donc le temps de simulation n'avance jamais. On a simplement des changements de delta. Et c'est ce qui est montré ici dans le tableau. À partir de 20 nanosecondes, les deltas ne font qu'augmenter. Les valeurs de S5, S6 et G changent au fur et à mesure et oscillent. Cependant, le temps de simulation n'avance jamais. Et donc, la simulation ne peut pas se terminer. On obtient éventuellement un message d'erreur à la console qui nous dit qu'il y a eu un compte de l'événement delta qui a débordé. On a alors l'option d'augmenter le nombre d'itérations ou bien d'arranger notre simulation. Dans les préférences de simulation, on peut voir ici que le nombre de délais delta maximum était à 5000 et le simulateur a fait ici 5000 essais, éventuellement a arrêté en constatant que le temps de simulation n'avançait pas pour vrai.
Donc, le déroulement global de la simulation, au temps 0, le simulateur place sur la liste des événements les processus, les assignations concurrentes, les instantiations de composantes. Ensuite, un des événements est choisi et est exécuté. Cet événement-là peut engendrer de nouveaux événements qui sont placés sur la liste des événements au temps 0 plus un certain nombre de delta, ou bien tel que spécifié par une clause after. Les autres événements du temps 0 sont exécutés un après l'autre et peuvent engendrer de nouveaux événements qui sont aussi ajoutés à la liste d'événements au temps 0 plus un certain delta plus tard. Quand tous les événements du temps 0 ont été exécutés, le temps de simulation est avancé au temps 0 plus delta et le processus recommence. Le cycle se répète ainsi tant que la liste des événements contient encore des événements à traiter à un temps 0 avec un certain nombre de delta. Ensuite, quand il n'en reste plus, à ce moment-là, le temps de simulation est avancé pour vrai selon le moment du prochain événement qui est dans la liste des événements. Et le cycle se répète tant que la liste des événements n'est pas vide. Donc, pour l'exemple qu'on a vu sur la diapositive précédente, on ajoutait toujours des deltas, et donc le cycle se répétait continuellement jusqu'à ce que le simulateur réalise que le temps de simulation n'avançait pas pour vrai. Voici un deuxième exemple. On a le modèle d'un additionneur 3 bits à gauche et son banc d'essai à droite. C'est un exemple qu'on a déjà vu. Donc, voici à nouveau une liste d'événements, la liste des dépendances et le tableau qui nous montre l'évolution des signaux dans le temps. Donc, AT est égal à 0, plus 0 delta, on fait l'initialisation de tous les signaux, ce qui est montré ici. AT égale 0 plus 0 delta. AT égale 0 plus 1 delta, on fait l'assignation des valeurs 0, 0, 0 à Cin, X et Y. Et c'est ce qui est indiqué ici en rouge. Ça va engendrer, comme X, Y ont changé, ça va engendrer l'évaluation de T2, l'évaluation de T1, et Cn a changé, donc on devrait évaluer aussi S. Et puis Cn a changé, on devrait évaluer aussi T3. Donc on devrait évaluer S, T1, T2 et T3. Donc T1, T2, T3 et S sont évalués à 0 plus 2 delta. On regarde ce qui se passe à 0 plus 2 delta, on a une nouvelle valeur de T1, une nouvelle valeur de T2 et de T3. S, cependant, ne change pas de valeur ici, bien qu'il a été évalué. Il ne change pas de valeur parce qu'on n'a pas toutes les informations pour en faire l'évaluation. Si on regarde la fonction pour S, c'est T1 ou exclusif Cin. Cependant, la valeur de T1 au temps de simulation précédent était encore à U. Donc la valeur de 0 vient seulement de se produire. Donc la valeur précédente U fait que la valeur de S ne change pas, ça reste à U. Donc on a eu effectivement des changements sur T1, T2 et T3. T1 ici va donc forcer l'évaluation de S, T2, T3 ça va forcer l'évaluation de Cout, et T1 va forcer l'évaluation de T3. Donc on évalue T3, S et Cout. Alors T3 ne change pas de valeur, Cout va changer de valeur et S va changer de valeur. Donc, est-ce qu'il y a des signaux qui dépendent de Cout et de S? On regarde dans la liste, non, il n'y en a pas. Donc, on a terminé l'évaluation des changements qui sont produits au temps t est égal à 0. On peut donc maintenant faire avancer le temps de simulation pour vrai et passer à t égale 10 nanosecondes. Pourquoi 10 nanosecondes? Parce qu'on a à 10 nanosecondes ici une nouvelle valeur à forcer à l'entrée X. Donc, la simulation se poursuit de la même façon. Alors, une assignation à X ici en jaune qui produit un changement sur T1 qui va produire un changement sur S. Au début d'une simulation, il faut donner une valeur par défaut aux objets de type signal de catégorie signal et de catégorie variable. Les valeurs par défaut dépendent des types. Donc, par exemple, dans le tableau, la valeur par défaut pour Boolean, c'est false, pour natural, c'est 0, et ainsi de suite. Pour STD logique, la valeur par défaut, c'est U. La raison, c'est que dans la définition du type STD logique, la valeur de U est la première qui est donnée dans la liste, et c'est pour ça que c'est la valeur par défaut. Ici, attention, je parle du type STD U logique, mais le type STD logique est un sous-type de STD U logique, et donc il a la même définition. Donc, vous devriez être capable maintenant d'expliquer le fonctionnement de la simulation d'un modèle VHDL, d'expliquer les principes de la liste d'événements,
la liste de dépendances et les délais delta. Étant donné un modèle VHDL et son banc d'essai, vous devriez être capable de montrer le déroulement de la simulation.